Donc je suis Vincent Tardieu, je suis journaliste scientifique spécialisé en agriculture et en écologie. Et j'ai voulu réaliser cette enquête sur l'agriculture connectée parce que depuis pas mal d'années, je m'étais aperçu qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui utilisaient ces outils, que ça montait dans les fermes et qu'il n'y avait pas vraiment de questionnement, d'accompagnement autour de ces nouveaux outils. Et donc j'étais vraiment curieux de savoir leur nature, leur fonction et comment c'était pris en main par les agriculteurs eux-mêmes. Voilà, donc, donc j'ai écrit cet ouvrage Agriculture connectée, arnaque ou remède, parce que c'est vraiment les questions que je me pose et que je pense se posent beaucoup d'utilisateurs avec moi et sans forcément avoir une idée complètement arrêtée. Donc ça a été 1 an et demi d'enquête dans pas mal de régions de France et en allant voir des acteurs qui utilisent ces outils, d'autres qui ne veulent pas les utiliser, des constructeurs, des coopératives, des chercheurs. Voilà. Est-ce que ces outils sont uniquement utilisés dans de grandes exploitations? Théoriquement non, parce qu'on peut trouver des outils qui soient dimensionnés pour des exploitations moyennes, voire même petites, et répondre à une diversité de besoins. Après, il y a une réalité de coût qui fait que tout le monde ne peut pas se les payer. Typiquement, on a des robots de traite qui sont entre 110 et 150 000 euros. Et encore, je ne compte pas les transformations des bâtiments, je ne compte pas les modifications du régime alimentaire de l'animal que cela implique, mais aussi des tas de robots, désherbeurs, suiveurs, qui sont entre, on va dire, 12 et 40 000 euros selon leur nature, des capteurs embarqués qui peuvent avoir un coût relativement important, des antennes par exemple de géolocalisation RTK, c'est quand même au moins du 10 000 euros. Bref, tous ces outils ont un coût qui fait que ce n'est pas à la portée de la première bourse agricole possible, d'autant plus qu'on est en situation de crise. Donc il y a un vrai souci de ce côté-là. Il y a plusieurs réponses par rapport à ça. On pourrait imaginer que autour du mouvement d'ECUMA, il y ait une mutualisation des outils et que donc il y ait des acquisitions collectives. C'est pas toujours simple selon le type d'outil, mais enfin ça commence à se faire. Ça se fait déjà sur les machines-outils traditionnelles. On pourrait tout à fait imaginer que cela se fasse sur d'autres outils. D'ailleurs, je faisais référence aux antennes RTK. Les antennes RTK, très souvent, on va se grouper avec le voisin, soit qui va l'acheter et on trouve un accord avec lui financier, etc. Mais il y a aussi d'autres voies, par exemple, de mutualisation. Par exemple, la location. Il y a de plus en plus d'ETA, d'entreprises des travaux agricoles, qui vont être au fait de ces techniques, qui vont savoir les utiliser, ces outils-là, et qui vont en fait proposer des services intégrant ces outils-là. Et en fait, il y a le choix de toute une série d'agriculteurs qui préfèrent passer par une ETA avec toujours un équipement high-tech qui est top, qui est bien paramétré, qu'ils savent utiliser et qui va faire le travail avec ces outils plutôt qu'une acquisition en propre. Enfin, je dirais, il y a aujourd'hui le développement de forums internet, de Twitter, mais de plein d'autres forums hors des réseaux sociaux traditionnels qui vraiment permettent des retours d'expérience, de la mutualisation d'usage et qui me semble être une des voies de pouvoir mettre en commun et mieux s'approprier ces outils. Donc si à l'origine ces outils peuvent permettre à beaucoup d'exploitations de fonctionner, les coûts sont quand même un vrai handicap. On peut imaginer qu'un certain nombre de coûts baissent avec leur massification, mais il y a des solutions de mutualisation, à mon avis, qui sont les bonnes portes d'entrée pour la suite. La question de l'optimisation des outils
connectés par le monde agricole, en fait, ça pose une question centrale qui est la question de l'accompagnement. Et la question de l'accompagnement, c'est pas que de la formation. Je dirais que l'un des gros problèmes que j'ai rencontrés au fil de mon enquête sur l'agriculture connectée, c'est de me rendre compte qu'il n'y a pas, indépendamment des constructeurs, de personnes qui sont capables d'épauler et d'accompagner l'agriculteur pour d'abord faire le diagnostic de ses besoins. En fonction de son exploitation et de son projet agricole, quels sont les besoins qu'il a en termes d'équipement. Ça, ce travail, il n'est pas fait. En fonction des besoins, de déterminer quel est le bon matériel. Quel est le bon matériel, pas surdimensionné par rapport à son projet. Et enfin, à partir de là, quel est le niveau de formation faut-il qu'il acquiert pour pouvoir optimiser l'outil. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'outils qui sont totalement sous-utilisés. Le robot de traite, j'en parlais tout à l'heure, on va utiliser peut-être, une dizaine peut-être d'indicateurs, là où vous pourriez en avoir plus de 50. De la même manière, il y a aujourd'hui des tracteurs d'engins qui sont équipés avec des consoles et puis des équipements embarqués connectés de géolocalisation, mais qui connectent aussi tous les outils suiveurs, et où on s'aperçoit là encore qu'il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Donc l'idée, c'est un accompagnement indépendant du constructeur qui permet de faire ce travail de diagnostic et de conseil. C'est pas fait aujourd'hui. On pourrait penser que les chambres d'agriculture soient vraiment les bons interlocuteurs. Je dirais les chambres, mais également les coopératives. Parfois elles le font, certaines le font. Par exemple, typiquement dans la Somme, moi ce que j'ai vu une chambre d'agriculture qui fait un vrai boulot d'accompagnement, qui fait d'ailleurs des fermes 2.0 où on puisse tester des matériels, où les agriculteurs puissent venir voir comment ça marche. Donc ça, tout ça, ce sont à mon avis des exemples à suivre, mais il y a encore beaucoup de formations en interne, y compris de ces organismes, que ce soit les chambres ou que ce soit les coopératives, où il y a un travail de prise en main et de suivi, de connaissance des outils qui permettent vraiment après, dans un deuxième temps, d'accompagner leurs adhérents. C'est totalement indispensable, et encore une fois, de séparer le conseil de la vente. On avait la même question sur les produits phytosanitaires. Ça se pose de la même manière avec les outils électroniques. Et le but, il est toujours le même. C'est qu'en gros, l'outil ne fasse pas le projet, mais que le projet soit vraiment appuyé sur les bons outils et ne pas se tromper de perspective. Est-ce qu'il y a un développement anarchique de tous ces outils connectés dans le monde agricole? Alors, je ne sais pas s'ils sont anarchiques, mais comme je le disais tout à l'heure, on a affaire à des technologies push, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, à force de marketing plutôt d'ailleurs efficace, les constructeurs vont implanter un certain nombre de solutions techniques et technologiques. Et c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde. Il y en a pour toutes les filières d'élevage, il y en a aujourd'hui en grande culture, en particulier sur la gestion de l'azote, mais il y en a aussi aujourd'hui pour le désherbage avec de la robotisation, il y en a demain sur de la gestion de bioagresseurs, bref. Il y a des solutions techniques qui arrivent dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, encore une fois, d'espace qui centralise un peu cette expertise sur la qualité des outils et qui permettent d'être vraiment un peu prescripteurs, ou en tout cas qui permettent d'être du référentiel pour les agriculteurs. Les chambres d'agriculture font un travail de ce point de vue-là qui n'est pas inintéressant. Elles font chaque année un catalogue des équipements. C'est un gros boulot. Mais on voit que les outils connectés ne sont pas du tout au cœur de ce catalogue. Il y a quelques, effectivement, outils
autour de la géolocalisation qui est chaque année dans ce catalogue expertisé, mais il y a bien d'autres outils qui ne sont pas présents dans ce travail et je pense que ça reste à faire. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un peu le marché qui impose son tempo et qui impose ses produits et donc ça part un peu dans tous les sens, parfois avec une difficulté pour les agriculteurs aujourd'hui de savoir où s'adresser, comment être sûr de s'embarquer avec le bon outil, de savoir si finalement ils ne vont pas superposer des outils qui peuvent avoir en partie des zones de recouvrement dans leurs usages. Bref, effectivement, on manque sérieusement de référentiels et d'un encadrement pour les agriculteurs. Écoutez, moi je suis vachement prudent avec ces études provisionnelles. Première chose qu'on voit, c'est effectivement une explosion du nombre d'investissements dans le domaine du numérique, de la connexion des outils. Il y a depuis des startups jusqu'aux très grands groupes, avec des regroupements d'ailleurs, on voit des investissements importants. Maintenant, de dire que demain ça va permettre de générer des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires dans ces outils-là, je pense qu'il faut être très prudent parce que ça va beaucoup dépendre de deux facteurs clés. C'est le niveau de la crise agricole et si je prends que la France aujourd'hui, on n'en est pas sorti. Il y a beaucoup de filières qui sont en difficulté. Donc les capacités d'investissement des agriculteurs eux-mêmes restent limitées et il faut qu'elles restent raisonnables. Sinon, on va rajouter de l'endettement là où on n'en a pas besoin. Et enfin, aussi, ça va beaucoup dépendre des marchés mondiaux, des coûts et du prix du baril. Bref, tout ça fait que il faut être prudent quand on avance ces chiffres qu'on peut lire et qui sont toujours très exponentiels, où on voit une courbe irrésistible du marché des capteurs et des outils connectés. D'après l'enquête que j'ai menée, les types d'outils qui sont les plus utilisés dans le domaine agricole, c'est les outils de géolocalisation et en particulier tout ce qui va être les équipements de tracteurs ou d'outils suiveurs, mais aussi qui peuvent être aussi pour l'animal, où on peut géolocaliser l'animal sur un collier. Ça donc vraiment ça a pris beaucoup d'importance et notamment dans les pays à agriculture extensive qui ont d'immenses surfaces. Je pense à l'Amérique du Nord mais je pense à l'Australie. C'est typiquement deux blocs géographiques où ces outils ont pris et ce type d'outils autour de la géolocalisation où ça apporte un vrai plus. Et puis il y a un autre type d'outil qui est aussi très développé qui demande d'ailleurs de la géolocalisation, qui est toute la gestion de l'azote. En grande culture aujourd'hui, on a quand même le développement important d'outils d'aide à la décision sur la gestion de l'azote, avec des produits phares, FarmStar pour dire les choses en France, mais aussi FarmSat au niveau mondial, avec Geosys. C'est typiquement, on va utiliser de la donnée satellitaire, de l'image satellite, et on va pouvoir, pas simplement à l'échelle de l'exploitation, mais à l'intraparcellaire, donc vraiment après dans son tracteur, centimètre par centimètre, vraiment connaître la carte de végétation, le niveau de développement de sa culture et les besoins en azote. Bon, ça, c'est évidemment des choses des outils qui, dans le domaine de la grande culture, se sont beaucoup développés. Il y a une des questions qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est la question de toutes ces données qui sont collectées par ces outils. Et c'est très large aujourd'hui. C'est très large, c'est à la fois dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des grandes cultures, mais aussi aujourd'hui en arboriculture ou en viti. Où vont ces données et qu'est-ce que c'est qui est collecté? Et aujourd'hui, il y a pas mal de fantasmes quand même. Il y a le fantasme que la donnée, c'est une valeur absolument incroyable. Or, la donnée en soi n'est pas forcément la valeur. La valeur, c'est la valorisation de la donnée. Donc, c'est un travail autour d'elle. Et savoir, à partir de là, qui les collecte pour en faire quoi.
Et ces questions-là, c'est des questions que se sont posées évidemment les organisations agricoles, mais aussi des organismes publics. Encore une fois, l'agriculteur doit être absolument au cœur de la réflexion et des décisions sur l'organisation de la collecte et du traitement des données. Mais c'est pas gagné. J'en veux pour preuve que cela s'est posé de façon un peu antérieure aux États-Unis. Et aux États-Unis, un certain nombre d'organisations agricoles ont essayé de monter au créneau auprès de constructeurs et notamment de grands groupes comme Monsanto et les GAFA de façon générale pour dire attention, nous, c'est nos données, on doit rester propriétaire de nos données et on veut bien que dans la transformation et la valorisation de ces données, on puisse partager les bénéfices. Cette question-là, elle est évidemment centrale. Et cette question, voilà, la messe n'est pas dite. On est en pleine réflexion là-dessus, comme on est en pleine réflexion des montages pour la valorisation de ces données. Et on voit bien que la tentation est forte de pas mal de constructeurs de faire en gros des portails avec leurs propres données sans forcément que ça puisse se mailler ou croiser avec des données d'autres constructeurs ou avec des données d'agriculteurs lambda ou avec des données de la puissance publique, de laboratoires publics, d'instituts de recherche ou de développement technologique. Bref, en tout cas, il y a une grosse réflexion, il y a un travail qui a été engagé pour la création d'un portail commun. Je pense que ça va être difficile et en même temps que toutes ces données restent dans le domaine public et en Creative Commons en quelque sorte, c'est-à-dire ça puisse être à la disposition de tout le monde, agriculteurs au premier chef, pour qu'on puisse derrière avoir une créativité de construction de nouveaux outils à partir de ces données sur la terre, sur l'animal et que ça puisse vraiment être dans le bien commun, je trouverais ça très important. Et vraiment que les agriculteurs puissent s'emparer évidemment de ces questions et qu'on ne privatise pas les données parce que demain, ça sera non seulement des savoirs de base qu'on va privatiser, mais également des outils qui peuvent naître de ces savoirs qui seront évidemment privatisés par ceux qui auront la capacité d'en faire quelque chose. La question de savoir si ces outils vont transformer le métier et finalement les fonctions de l'agriculteur sont évidemment des questions clés que je me suis posées tout le long de cette enquête sur l'agriculture connectée. Il n'y a pas de réponse toute faite parce qu'on est dans un moment d'implantation des outils. Vous savez, ces outils connectés, ils sont montés selon les filières, mais ils existent depuis entre 5 et 10 ans et parfois beaucoup moins. Et il y a des agriculteurs qui voient des éléments de transformation qui ne sont pas d'ailleurs, chaque transformation n'est pas négative, hein, mais il y a un secteur qui a connu une implantation plus ancienne de ces nouveaux outils, c'est typiquement l'élevage. En bovin lait, avec les robots de traite, on a vu des transformations importantes. Alors la question c'est qu'à la fois ça les a déchargés d'une contrainte quotidienne de la double traite, et qui est lourde, de pénibilité, de répétition, avec tous les problèmes de temps de travail, mais aussi de problèmes physiques que ça implique. Mais aussi, on pourrait se dire, entre ce robot de traite et tous les capteurs qu'il y a sur l'animal, et tout ça qui va migrer soit vers une coopérative, soit vers le constructeur, il y a un moment donné, on peut quand même se poser la question de savoir ce que va devenir l'éleveur. Est-ce qu'il va encore être en gros maître à bord ou est-ce que finalement il sera plutôt dans une posture de gestionnaire des outils et juste de la maintenance, technicien de maintenance, et finalement où les décisions un peu stratégiques en liaison avec les informations que tous ces outils vont collecter et envoyer à un certain nombre d'organismes, finalement il ne sera juste que des saisies du cœur de ces informations
C'est une vraie question et sur lequel les agriculteurs doivent être extrêmement vigilants. Il faut qu'ils restent maîtres à bord. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, l'outil ne doit pas faire le projet doit être appuyé sur les bons outils et pas tous les outils proposés. Et pour ça, il faut que ce soit de l'aide, du soutien, mais qui reste, qu'ils maîtrisent totalement et dont ils soient totalement les pilotes.